Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver, même si je ne vous retrouve pas réellement physiquement. Je suis bloqué en France pour au moins une semaine, au moins jusqu'au week-end prochain. Donc, c'est de cette manière que les cours vont avoir lieu cette semaine. Vous êtes normalement installé confortablement en salle informatique chez Pascaline, donc vous pouvez me saluer Pascaline. Et je vais donc vous proposer 4 vidéos qui seront présentes sur le Padlet. Ces 4 vidéos représentent et correspondent aux 4 heures de cours que l'on a à faire ensemble. Donc, tout ce qu'on devait faire, tout ce que j'avais prévu de faire avec vous en présentiel va être fait en distanciel de cette manière-là, en espérant que je pourrai revenir la semaine prochaine pour continuer notre travail en présentiel et en classe normale. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est exactement ce qui se passerait sur une heure de cours normale, sauf que je ne suis pas vraiment là pour interagir. On va travailler sur les dossiers documentaires, on va terminer le chapitre en cours sur la socialisation. Donc, on va travailler sur les documents. Je vous laisserai un temps pour lire le texte à chaque fois. Je ferai ensuite une correction de chacune des questions présentes sous le texte. À chaque fois, des petites introductions, des petites conclusions. Et vous, votre mission, c'est de prendre en note et de constituer votre cours exactement de la même manière que si j'étais là. D'accord? Donc, ça va nécessiter une certaine autonomie de votre part, mais il n'y a pas de problème pour ça. Je pense que je peux vous faire confiance. Vous pouvez être autonome et construire votre cours à l'aide des supports que je vous proposerai. D'accord? Voilà, alors, si je fais le bilan de là où on en était, donc vous avez regardé avant les vacances toutes les vidéos et répondu à toutes les questionnaires des séances 1 à la séance 4. Donc, et on avait traité ensemble, dans la petite salle en face, toutes les séances de 1 à 3. Donc, il nous manquait la séance 4 que l'on va faire là sur cette heure de cours, et puis la séance 5 que l'on commencera sur la deuxième heure de cours et que l'on terminera dans le cours de vendredi. OK. Donc là, l'idée, ça va être de faire la séance 4. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran et donc vous allez avoir sous les yeux, voilà, la séance 4 qui apparaît. Donc vous l'avez également en format papier, donc n'hésitez pas à prendre votre support avec vous et à noter à la suite de vos notes chacune des informations qui vont maintenant apparaître. D'accord? Chaque séance de cours, donc chacune des 4 vidéos, est prévue pour une durée d'environ 45 minutes, ce qui vous laisse le temps de vous installer et d'accéder au fichier de la vidéo et puis de commencer à suivre le cours, donc sans interruption jusqu'à la fin de l'heure. D'accord? Les vidéos seront déposées sur les Padlets, donc de toute manière, il n'y a pas de problème. Vous y avez accès de manière indéterminée et indéfinie où que vous soyez. D'accord? Mais l'idée, c'est vraiment de le faire en classe pour que vous ne puissiez pas avoir une surcharge de travail personnel. OK? Voilà. Alors, la séance 4, je vais commencer par une petite introduction. D'accord? Donc, vous avez traité ces questions-là en regardant la vidéo. Et moi, je vais commencer par une petite introduction que je vais noter sur ce document qui me sert de tableau. Hein. C'est un document Word qui me sert de tableau. Donc, je vais noter ça ici et vous allez prendre en note au fur et à mesure ce que je dis. Donc, c'est l'introduction de la séance 4. Ensuite, on va travailler sur les documents. OK? Donc, une petite introduction pour dire que nous avons vu, j'espère que vous êtes prêts parce que moi, j'ai commencé. Hein? D'accord? Donc, allez-y, ne perdez pas de temps. Vous avez la feuille sous les mains, votre stylo. Nous avons vu dans les séances précédentes que l'individu, ou les individus, hein, étaient façonnés par leur je dis l'individu, était façonné par sa socialisation, notamment lors de l'enfance. Entre parenthèses, socialisation
primaire. Ok. Ces socialisations se traduisent en général par des parcours probables. Des parcours probables, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire attendu statistiquement. Les probabilités statistiques, statistiquement, des probabilités statistiques, d'accord? Attendues par des parcours probables. Donc, ces socialisations se traduisent en général par des parcours probables. Toutefois, il peut arriver que certains individus empruntent des voies improbables. Vous avez vu que je les mets entre guillemets parce que on est vraiment dans un sens qui est statistique. On n'est pas dans oh là là, c'est improbable, genre ça ne peut pas arriver. Voilà. Improbable, ça veut dire qui normalement, statistiquement, arrive peu, mais qui peut arriver. C'est l'exception, si vous voulez, qui confirme la règle. D'accord? Il s'agira ici, dans cette séance, d'expliquer ces parcours. Voilà. Bon, je vous laisse un temps pour me rattraper. Je pense que vous êtes un petit peu plus loin que moi. Donc, je vous laisse un temps pour me rattraper. Dans une petite minute, on va commencer le document. Ok, bien. Si vous n'êtes pas tout à fait arrivé au terme de l'introduction, ça veut dire que vous êtes un petit peu trop lent, donc il va falloir accélérer un petit peu. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo maintenant parce que je passe à la partie suivante. Ok. Donc, alors, vous avez vu dans la vidéo un certain nombre d'informations sur les trajectoires individuelles improbables, la question du déclassement social, la question du promu social, et puis les différentes variables qui peuvent expliquer l'existence de ces trajectoires individuelles. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la socialisation, je vous l'ai dit, hein, permet d'expliquer un petit peu tout. À partir du moment où on a la socialisation, on maîtrise le concept de socialisation, on peut à la fois expliquer des régularités statistiques. Par exemple, comment ça se fait que les fils d'individus diplômés réussissent mieux à l'école que les fils d'individus, fils et filles, hein, d'individus peu diplômés. Ben, c'est une régularité statistique que l'on peut expliquer par la socialisation. Quand les parents facilitent par leurs études la réussite scolaire de leurs enfants. Mais on peut aussi expliquer par la socialisation des trajectoires qui sont improbables. Et ici, par exemple, dans mon exemple, une trajectoire improbable, ça serait comment peut-on expliquer que un individu qui a des parents très diplômés ne réussisse pas à l'école. Voilà. Et on peut expliquer ça à travers ses expériences sociales, à travers sa trajectoire sociale, et puis inversement d'ailleurs, hein, un individu dont les parents sont très peu diplômés, qui réussit à l'école. Voilà. Bon, ça peut arriver, ça arrive. C'est statistiquement pas la norme, mais ça arrive. D'accord. Et puis on peut l'expliquer par la socialisation. Alors, on va parler notamment de transfuge de classe, hein, qui est un petit peu le synonyme de trajectoire sociale improbable. Vous l'aviez vu dans la vidéo, hein, le transfuge de classe, c'est-à-dire changer de classe sociale. Donc, le premier document, il s'intéresse aux trajectoires sociales improbables en ce qui concerne le milieu social, c'est-à-dire la classe sociale. Okay, et donc, on est sur sur un petit texte factuel qui va nous présenter le parcours d'un individu
et on va répondre ensuite à ces 3 questions. Donc je vous laisse, lire le texte que vous avez devant les yeux, soit sur le papier, soit sur votre, ordinateur, sur votre écran. Je lis également le texte et puis dans, un petit instant, on passe à, la réponse aux questions. OK. Alors, moi, je vous propose de faire un petit point vocabulaire, donc avant de passer à la réponse aux questions. Donc bon, peut-être que certains se demandent ce que sont, des Tamouls. Alors les Tamouls, c'est une ethnie qui vit, dans le sud de l'Inde, d'accord? Sud plutôt sud-est. Bon, je pense qu'ils sont présents partout en Inde, mais essentiellement, au sud-est de l'Inde, OK? Bondy, c'est une ville en Seine-Saint-Denis. Certains la connaissent peut-être parce que Kylian Mbappé est originaire de Bondy et puis on a transclasse. Donc transclasse, on le retrouve dans la question 1 ici. C'est l'idée qu'un individu a changé de classe, d'accord? A changé de classe. Il appartenait à une classe sociale et il appartient à une autre classe sociale, OK? Alors pourquoi la personne qui témoigne peut-elle être qualifiée de transclasse? Alors la personne qui témoigne peut être qualifiée de transclasse. Je ne peux pas vous donner la parole, hein, on est bien d'accord, je suis désolé, donc je vous donne la réponse, d'accord? Donc la personne qui témoigne est qualifiée de transclasse parce qu'elle a changé de classe sociale au cours de sa vie, d'accord? Sa classe sociale actuelle, actuelle ça veut dire de vie adulte, hein, est différente de celle de ses parents. Voilà. Alors, quelle est sa classe sociale actuelle? C'est une classe sociale plutôt supérieure, hein, puisque elle est agrégée de philosophie. Donc, agrégée de philosophie, c'est un des plus hauts diplômes pour enseigner la philosophie, d'accord? Et celle de ses parents, c'est une classe plutôt populaire. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une classe populaire? Parce que elle vit dans une cité de Bondy, donc c'est une ville à la périphérie de Paris qui est caractérisée par une composition assez populaire de ses habitants. Et donc elle explique que ses parents étaient d'origine populaire. Donc on pourrait vivre à Bondy et être d'origine supérieure, hein, mais à l'occurrence, elle, ce n'est pas le cas. Donc voilà, elle a changé de classe au cours de sa vie. Donc on dit on peut la qualifier de transclasse. OK. Maintenant, deuxième question. Quels éléments de sa socialisation primaire peuvent expliquer son ascension sociale? Alors pourquoi, comment se fait-il qu'elle ait réussi à s'affranchir socialement de ça? Et elle explique dans ce texte ici, là, que c'est surtout passé par la langue parce que son père, bien qu'il soit issu d'une classe sociale populaire, était quand même féru de littérature. Ça veut dire quoi, féru de littérature? Ça veut dire qu'il adorait la littérature. Il était passionné, féru, c'est-à-dire passionné de littérature. D'accord? Et donc, ils ont transmis cet amour de la langue. Or, vous savez que pour réussir scolairement, il y a un passage essentiel par la langue. D'accord? Donc, on peut dire que dans sa socialisation primaire, l'individu, l'individu qui enquête, hein, l'individu est sensibilisé,
sensibiliser à l'importance de la langue. D'accord? Quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire ses parents sont fans de littérature, peut-être en langue tamoule, ok, c'est possible, mais en tout cas, ils ont transmis cet amour des mots, cet amour de l'écriture, et pour réussir scolairement, elle devient agrégée de philosophie, donc pour être agrégée de philosophie, il faut avoir une certaine appétence, un certain goût, d'accord, pour la langue, la littérature et l'écriture, d'accord, et sensibiliser à l'importance de la langue, qui a sans doute favorisé sa réussite scolaire. Ok. Troisième question. Pourquoi peut-on dire qu'elle a vécu une socialisation anticipatrice? Alors, la socialisation anticipatrice, c'est un concept un peu particulier. C'est un concept d'un sociologue américain qui s'appelle Merton. Ok. Socialisation anticipatrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la socialisation anticipatrice? Ça repose sur l'idée qu'un individu dispose de deux types de groupes. Alors, ces groupes sont les suivants. Le groupe d'appartenance, auquel il appartient objectivement, c'est-à-dire son milieu social d'origine. D'accord? Ici, c'est un enfant issu de parents, donc un enfant tamoul, originaire d'Inde, issu d'immigration et habitant à Bondy, d'accord, issu d'une classe populaire. Ça, c'est son groupe d'appartenance. Ok. Et l'individu se définit aussi par ce que Merton appelle son groupe de référence, c'est-à-dire auquel il souhaiterait appartenir. Et là, notre individu en question souhaite devenir agrégé de philosophie, c'est-à-dire qu'il souhaite changer, si vous voulez, de classe sociale et de milieu social. Okay, en souhaitant changer de milieu social, il se réfère à notre groupe. Et l'individu, enfin Merton nous explique que l'individu va observer les valeurs et normes de son groupe de référence. D'accord, donc je vais mettre GR pour groupe de référence, ça sera plus rapide, et GA pour groupe d'appartenance. Ok. De son groupe d'appartenance, de son groupe de référence, et chercher à s'y conformer. Est-ce que cet individu a été de manière primaire socialisé à être agrégé de philosophie? Pas vraiment, si ce n'est par cet amour de la littérature. Mais l'individu désire, d'accord, se réfère à ce groupe auquel il souhaite appartenir, auquel il souhaite, dans lequel il souhaite devenir, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer les valeurs et les normes de son groupe de référence, donc agrégé de philosophie, chercher à s'y conformer pour s'y intégrer. Donc, c'est sûrement au moment de l'université que l'individu, on nous dit ici, vous allez que la différence sociale a été la plus violente. Donc, elle se rend compte qu'il y a des différences culturelles entre sa classe sociale et puis les étudiants avec qui elle est, qui sont plutôt des étudiants de classe sociale supérieure. Donc, elle a peu de culture générale à part son savoir scolaire. Ses camarades de classe ont davantage de culture générale. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à intégrer ce groupe social de référence en anticipant les valeurs et les normes. C'est pour ça qu'on parle de socialisation anticipatrice, en anticipant les valeurs et les normes de ce groupe pour mieux s'y intégrer. Voilà. Donc, à travers ce récit, on a un exemple d'un individu qui a vécu une trajectoire sociale improbable, d'accord, par un changement de classe, d'accord. Donc, une trajectoire sociale improbable, transfuge de classe. Voilà. Voilà, première illustration de ce que l'on voulait montrer. Vous voyez que c'est complètement connecté à la socialisation parce que
la socialisation lui a permis quand même de devenir ce qu'elle est. De toute manière, encore une fois, je dirais toujours, tout est toujours connecté à la socialisation. Ok? C'est important d'avoir ça en tête. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé ça, alors que je ne devais pas le supprimer. Voilà. Ok, on va pouvoir passer au document 2. Donc, mettez la vidéo sur pause maintenant si vous êtes un petit peu en retard. Et nous, on passe au document 2, donc des échecs scolaires paradoxaux. Donc là, on va être non pas sur des changements de milieux sociaux, mais des paradoxes en ce qui concerne la réussite scolaire. Okay, je vous laisse une petite minute pour lire le texte et ensuite on va répondre aux questions. Voilà, donc un petit point peut-être sur le vocabulaire. L'investigation sociologique que vous voyez à la ligne 3 ici, là, c'est la recherche sociologique. Hein. Quand on fait une investigation, c'est qu'on fait une recherche, une enquête. D'accord? Donc, atypique que vous voyez ici, c'est le contraire de typique. Hein. Vous avez le A privatif, donc ce qui n'est pas typique. D'accord? Hein, d'accord, voilà ce qu'on entend par atypique. Transmission intergénérationnelle, c'est une transmission entre les générations, d'accord, d'une génération sur une autre. Ok, et je pense que c'est bon. Voilà. Alors la première question nous amène à réfléchir à la question de savoir pourquoi les difficultés scolaires des enfants dont les parents sont très diplômés peut-elle être vue comme paradoxale. Alors paradoxal, ça veut dire quoi ici dans ce sens? Ça veut dire non attendu. Hein, non attendu a priori. A priori, on ne s'attend pas à ça. A priori, on s'attend plutôt à ce que les enfants, donc ça va être le début de ma réponse, hein, pardon, là, donc a priori, on s'attend à ce que les enfants de parents diplômés réussissent bien à l'école. Alors pourquoi? Pourquoi a priori on s'attend à ça? Et on voit que c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Hein. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que les parents peuvent transmettre leur savoir, leur expérience, d'accord? Ils connaissent bien le système éducatif. Ils connaissent bien le système éducatif. Alors pourquoi ils connaissent bien le système éducatif? Tout simplement parce qu'ils y ont été confrontés pendant de nombreuses années. S'ils sont diplômés, c'est qu'ils ont fait de longues études. Donc, ils connaissent bien le système éducatif et ses codes, hein, ses manières de faire. Et donc, les enfants, en fait, peuvent être socialisés. Les enfants sont donc socialisés à réussir. En tout cas, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. D'accord? On pourrait s'attendre à ce que les enfants soient socialisés à réussir.
soit socialisé à avoir des bonnes notes, à se tenir correctement, à avoir un comportement qui soit adéquat à celui qui est attendu, conforme à celui qui est attendu à l'école, d'accord? On est sur une espèce de conformité de culture, ok, hein, culture de la maison, culture de l'école. Et si les deux cultures sont homogènes, c'est-à-dire sont les mêmes, ben, du coup, l'enfant, quand il est à l'école et à la maison, il est confronté aux mêmes normes, aux mêmes valeurs, aux mêmes règles, etc. Par contre, il peut arriver effectivement que donc, ouais, non, pardon, je vous laisse ça pour plus tard. Donc, voilà, des parents qui ont réussi à l'école peuvent transmettre la manière de réussir à l'école, tout simplement parce qu'eux, ils ont réussi à le faire. Donc, ils peuvent transmettre la manière de le faire. Voilà. Donc, a priori, on s'attend à ce qu'il y ait une transmission presque automatique, hein. Tes parents sont bons à l'école, donc toi, tu vas être bon à l'école. On pourrait s'attendre à ça. Mais le texte nous montre que ce n'est pas si évident que ça. Et on nous pose la question de savoir que veut dire l'auteur quand il indique que la transmission intergénérationnelle n'a rien d'automatique. Donc, vous voyez, c'est ici, hein, la transmission intergénérationnelle n'a rien d'automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que malgré ce que l'on peut imaginer, que l'on a vu à la question 1, d'accord? Pourtant, la réussite scolaire ne s'hérite pas totalement, d'accord? En tout cas, pas automatiquement. Illustration, en effet, il peut y avoir des enfants. Il peut y avoir des enfants. Il peut y avoir des enfants ayant des parents diplômés et ne réussissant pas à l'école. Ok? Alors, ne réussissant pas à l'école, c'est pas autant que leurs parents, en tout cas. Voilà. Alors, a priori, c'est paradoxal, on l'a vu dans la question 1, mais ça peut arriver. Est-ce que c'est probable? Est-ce que c'est typique? Non, hein? C'est pas typique. Statistiquement, si mes parents ont réussi à l'école, c'est-à-dire sont diplômés, j'ai plus de probabilité, de chance de réussir à l'école que si mes parents ont échoué à l'école, c'est-à-dire ne sont pas diplômés ou sont peu diplômés. Okay? Donc, attention, hein? Il s'agit de cas improbables statistiquement, mais possible. Improbable, mais possible. D'accord? Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est de plus, l'inverse est aussi possible. Donc, ça veut dire quoi? Avoir des parents ayant échoué ou peu réussi et réussir scolairement. Voilà, on en a eu un exemple dans le document précédent. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des trajectoires paradoxales, des trajectoires improbables, okay, qui sont liées à des phénomènes de socialisation, parce qu'il n'y a pas que les parents qui socialisent, il y a autre chose, hein, il y a l'école qui socialise, il y a les amis, il y a les médias, il y a les films, il y a les professeurs, les associations qui socialisent. Donc, voilà, il y a tout un tas d'influences diverses que peuvent subir les individus et qui peuvent leur faciliter ou au contraire ne pas leur faciliter leur réussite scolaire. Ce sur quoi je voulais insister maintenant, c'est qu'il y a des cas atypiques de réussite scolaire ou d'échec scolaire des enfants par rapport aux parents. Ok? Voilà. Donc si vous êtes à jour au niveau des notes, c'est très bien. Si vous n'êtes pas à jour au niveau des notes, vous pouvez appuyer sur le bouton pause maintenant parce que nous allons pouvoir passer au document suivant. Voilà, dernier document donc avant la synthèse.
Il est intitulé Des femmes dans des sports d'hommes. Alors, vous avez vu que on en a suffisamment parlé avant les vacances. Sport d'homme est entre guillemets, donc c'est des guillemets d'excuses, hein. Pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de sport d'homme ou de femme naturellement. Quand on dit des sports d'hommes, c'est des sports qui sont associés par la société dans laquelle on vit à des hommes, aux hommes, d'accord? Par exemple, la boxe ou le football sont des sports qui sont associés dans les sociétés contemporaines, même si c'est de moins en moins le cas, à, aux hommes, d'accord, aux garçons. Voilà. Donc c'est pas une comment dire une distinction naturelle, hein. On ne naît pas, enfin, voilà, les sports d'hommes ne le sont pas naturellement, ils le sont socialement. Voilà, c'est très important à avoir ça en tête. Ok, je vous laisse lire ces expériences-là qui sont issues d'une enquête sociologique de 2009, d'accord, avec deux questions. Pourquoi la boxe est-elle une pratique associée à la virilité? Et pourquoi les auteurs expliquent-ils la pratique de ce sport? Comment les auteurs expliquent-ils la pratique de ce sport par les femmes? Quelques petites minutes pour lire le texte et ensuite on répond à ces questions. Bien. Donc, des expériences qui peuvent permettre d'expliquer pourquoi des femmes pratiquent des sports liés aux arts martiaux. Donc, la première question, c'est pourquoi la boxe est-elle une pratique associée à la virilité? Ok, alors on y va. Hop, pardon, donc il faut que je mette document 3. Donc, la boxe et les arts martiaux en général, hein, et les arts martiaux, parce qu'on parle de karaté, on parle de judo aussi dans le texte, sont associés à la virilité et donc aux hommes. Alors pourquoi? Bah, parce qu'ils mettent en œuvre de la violence, hein, et puis on sait que la violence est une valeur et une norme qui est associée à la masculinité, hein, parce qu'ils se caractérisent par de la violence, du combat, parce qu'ils se caractérisent par de la violence et du combat, et que, ces valeurs sont caractérisées comme étant des valeurs masculines. Encore une fois, on est d'accord, hein, sur le sens de ce qu'on dit. On ne dit pas que ce sont que les hommes sont plus violents que les filles, naturellement. On dit que les hommes deviennent plus violents et développent davantage les goûts de la violence et du combat que les femmes dans nos sociétés. D'accord? On pourrait tout à fait imaginer le contraire, hein. On inverse totalement les rôles et puis on vit dans une société, imaginez, où on vit dans une société où flûte, c'est complètement l'inverse, hein. Les,
les femmes sont davantage, dès le début, sensibilisées à ces valeurs et à ces normes-là, on aurait exactement l'inverse qui se passerait. D'accord? C'est le fruit d'une construction sociale. D'accord? C'est complètement le fruit d'une construction sociale. Donc question numéro 2, comment les auteurs expliquent-ils la pratique de ce sport par les femmes? Heu, alors, il faut aller tout au fond du texte pour essayer de voir des éléments d'explication. Lorsque l'auteur dit que la participation au groupe de pairs joue en ce sens un rôle central dans la construction des rapports au corps et au sport. Donc les pairs, c'est les semblables, hein. On a ici des individus qui, pour la plupart, proviennent, selon l'enquête, des quartiers populaires d'agglomérations importantes, donc des quartiers populaires des grandes villes. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Donc les filles qui pratiquent ces sports sont souvent issues des quartiers populaires des grandes villes. OK. Elles sont socialisées à ce sport. Elles sont socialisées à ces sports par leurs pairs. Alors leurs semblables, c'est-à-dire les gens avec qui elles partagent l'espace public, hein. Donc leurs pairs, c'est qui? Les garçons, les autres filles, et cetera. D'accord? Donc si elles sont amenées à pratiquer ce sport, c'est parce que, non pas elles sont amenées naturellement à le faire, non pas parce que la société, voudrait qu'elles le fassent, mais parce qu'elles ont dans leur expérience de socialisation une influence qui les amène à aller vers ce sport alors que c'est, atypique. Atypique, improbable, d'accord? Donc les filles qui pratiquent ces sports sont, donc influence de la socialisation. Ça peut être paradoxal par rapport à d'autres formes de socialisation, hein. Si vous regardez les dessins animés, par exemple, dans les dessins animés, il y a peu de filles qui font du foot ou de la boxe. D'accord? Les dessins animés qui portent sur le football, ben, c'est des garçons qui jouent au football. Donc, en fait, la société, euh, les différentes instances de socialisation amènent les individus, si elles sont filles, à ne pas faire ce genre de sport. Mais il peut y avoir euh, d'autres instances de socialisation qui vont avoir une influence paradoxale, d'accord, par rapport à ce que la société a. Et cette influence paradoxale va amener ces filles à pratiquer des sports qui sont caractérisés comme masculins. D'accord? Donc, encore une fois, une trajectoire sociale improbable ici en ce qui concerne la pratique d'un sport. D'accord? Donc, trajectoire, si ça veut bien écrire, trajectoire donc improbable, alors toujours improbable au sens statistique du terme, hein, en ce qui concerne la pratique d'un sport. Voilà, c'est des questions intéressantes, hein. On est vraiment sur de la socialisation, sur l'influence de la socialisation. La socialisation amène les individus à avoir un type de comportement, mais des expériences différentes de socialisation se traduisent par des individus pluriels. Voilà, des individus pluriels. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet d'une rencontre, sous l'effet de l'engagement associatif, sous l'effet de l'école, sous l'effet d'une personne adulte référente qui va nous influencer, du couple, d'accord, d'un média, un livre, un dessin animé, un film qui nous a plu. Voilà. On peut imaginer par exemple une fille qui est socialisée à être une fille, donc à faire des activités de fille, d'accord. À chaque fois je dis ça pour dire caractérisée par la société comme étant fille, d'accord. Et puis qui un jour va découvrir un livre qui va lui donner une réelle passion pour la boxe, par exemple, hein, pensez au film Million Dollar Baby. Et donc du coup, elle va être bien influencée par sa socialisation, par ce livre-là, par cette rencontre littéraire à pratiquer ce sport-là. D'accord. Donc encore une fois, une trajectoire improbable, improbable, mais expliquée par la socialisation. Voilà. Donc, il est temps de faire pause si vous n'avez pas fini, puisqu'on va pouvoir faire la synthèse. Donc, c'est un texte à trous, il est tout petit.
Donc, il manque un petit mot, je l'ai rajouté ici, là. Il manquait le mot improbable, d'accord? Donc, que j'ai rajouté ici. Et puis, il s'agit de faire la synthèse de cette séance-là. Donc, on y va. On va le faire ensemble parce que le temps passe et que il faut que la vidéo se termine. Donc, la socialisation détermine en partie, les comportements des individus et leurs pratiques. OK? Cependant, elle est un phénomène complexe. D'accord? Complexe, ça veut dire que ce n'est pas un phénomène si facile, si évident que ça. Et chaque individu intériorise des normes et des valeurs particulières. Cela crée des parcours parfois improbables, donc c'était le mot qui n'était pas et qu'il faut rajouter, et inattendus. Ainsi, les enfants de parents diplômés peuvent ne pas réussir à l'école, c'était le cas du document 2, ou encore des femmes peuvent faire des sports considérés comme masculins, c'est le cas du document 3 sur lequel on vient de travailler. Voilà. Voilà, la séance est terminée. Vous pouvez faire une petite pause de 5 minutes et revenir sur l'ordinateur pour assister à la séance suivante, donc la vidéo numéro 2, qui est également présente sur votre Padlet. À tout de suite.